Un navire marchand arrive d'Asie en Europe. À son bord, des céréales, des marchandises, des marins et des rats. Personne ne leur prête attention, les rats ont toujours été sur les bateaux. 4 ans plus tard, un tiers de l'Europe est mort. 25 millions de personnes, peut-être davantage. Tout a commencé avec un rat sur un navire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'animal que la plupart des gens détestent, piègent et empoisonnent. Du symbole par excellence de la saleté, de la maladie et de la trahison. Mais voilà le paradoxe, sans cet animal, la moitié des médicaments modernes n'existeraient pas. Sans lui, les écosystèmes urbains s'effondrent. C'est lui qui détecte la tuberculose plus vite que n'importe quelle analyse de laboratoire. Et c'est lui qui est l'un des rares êtres sur Terre chez lesquels les scientifiques ont documenté le rire, l'altruisme et l'empathie. Voici le rat, et il est bien plus fascinant que vous ne le croyez. Le rat n'est pas une seule espèce. C'est tout un genre comptant plus de 64 espèces de rongeurs. Parmi elles, des rats géants de Nouvelle-Guinée pouvant atteindre 1 mètre de long. Des espèces naines pesant à peine 30 grammes. Des espèces arboricoles, des espèces terrestres. Mais le plus connu, c'est le rat gris ou surmulot. C'est de lui dont il sera principalement question. Son berceau d'origine, le sud de la Chine, établi génétiquement. Pourtant, lorsque le naturaliste anglais John Berkenhout le décrivit en 1769, il lui donna le nom latin de Rattus norvegicus, le rat de Norvège. Il avait observé des rats débarquant dans les ports anglais à bord de navires norvégiens et en avait conclu qu'ils en étaient originaires. C'est l'une des erreurs les plus célèbres de la zoologie. Le nom est resté pour toujours, bien que ce rat n'ait strictement rien à voir avec la Norvège. Le surmulot est apparu durant la dernière période glaciaire, isolé de toutes parts, mers à l'est, forêts montagneuses au sud-est, déserts à l'ouest, glaciers au nord. Lorsque les glaces ont commencé à reculer, il s'est lentement répandu à travers l'Asie pendant des millénaires. Puis l'homme a inventé le commerce maritime et tout a changé. Les rats se glissaient dans les cales, il y faisait chaud, il y avait des céréales et des abris. Les bateaux les transportaient aux 4 coins du monde. Au XVIIIe siècle, le surmulot était présent dans tous les pays d'Europe. Il est arrivé en Australie avec les premiers colons britanniques en 1788. On imagine les rats comme une réalité urbaine immémoriale. Or, ils ne sont entrés dans nos villes que très récemment, à l'échelle de l'histoire. Et uniquement parce que nous leur en avons donné la possibilité. Le rat est une machine biologique optimisée par l'évolution pour une seule mission: survivre partout, en toutes circonstances. Son squelette est d'une souplesse extraordinaire. Les côtes sont mobiles, les cartilages élastiques. Le rat peut se comprimer et se faufiler dans un orifice de 4 cm de diamètre, à peu près la taille d'une pièce de monnaie. Si la tête passe, le corps suit. C'est précisément ce qui explique comment les rats se retrouvent dans les murs, les canalisations et tous ces endroits où l'on croirait impossible de s'introduire. Ses dents sont son arme principale. Les incisives poussent en continu, 2 à 3 mm par semaine, tout au long de sa vie. Si le rat ne ronge pas suffisamment de matière dure, ses dents deviennent si longues qu'il ne peut plus fermer la gueule et meurt de faim. C'est pourquoi les rats rongent absolument tout, y compris ce qui n'est pas comestible. La pression exercée par leurs incisives atteint environ une demi-tonne par centimètre carré. De quoi entamer des briques, du béton, des tuyaux en plomb. On a recensé des cas de rats ayant rongé des câbles électriques sous tension. Certains ont été électrocutés. Ceux qui ont survécu ont retenu la leçon. La même mâchoire capable de percer le béton peut transporter un raton sans lui égratigner la peau. Le rat contrôle sa force de morsure à la perfection. La queue n'est pas qu'une queue. C'est un organe de thermorégulation parcouru d'un dense réseau de vaisseaux sanguins. Par forte chaleur, le sang afflue vers la queue et se refroidit à travers sa grande surface. Par le froid, il se rétracte et conserve la chaleur corporelle. La queue sert également de balancier à la montée et presque de 5e membre. Le rat peut s'en enrouler autour des objets pour se maintenir. Des expériences ont montré que des rats dont la queue avait été amputée perdaient 70% de leur agilité. Des vibrisses sont disséminés sur tout le corps.
Ce ne sont pas de simples moustaches. Ce sont des poils tactiles 10 fois plus sensibles que le bout des doigts humains. On en trouve sur le museau, les poignets, les sourcils et le ventre. Chacune est reliée à des centaines de terminaisons nerveuses. Dans l'obscurité totale, les vibrisses construisent une carte tridimensionnelle de l'espace et le rat fonce dans le noir à 10 km/h sans heurter le moindre obstacle. La vue est faible, mais le rat perçoit les ultraviolets. Les traces d'urine brillent sous UV. Le rat voit littéralement les chemins empruntés par ses congénères, des chemins invisibles à l'œil humain. Son foie produit 2 fois plus d'enzymes détoxifiantes que le foie humain. Il peut ingérer des plantes toxiques qui tueraient la plupart des autres mammifères. Si 70% de son foie est retiré, l'organe se régénère intégralement en 3 semaines, sans cicatrice. Les scientifiques étudient activement ce mécanisme pour l'appliquer à la médecine humaine. Le rat survit entre -20 et +50 degrés Celsius, tolère des doses de radiation jusqu'à 300 Röntgen/heure et vit dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il tombe de 5 mètres sans blessure grave, nage sous l'eau pendant plusieurs minutes, saute à la verticale à 1 mètre de hauteur au départ. Ce n'est pas un nuisible, c'est un chef-d'œuvre biologique. Parmi les rongeurs, les rats sont sans conteste les intellectuels. Le rapport entre la masse du cerveau et la masse corporelle du rat est comparable à celui de certains singes. Le cortex cérébral présente des circonvolutions marquées, ce qui augmente la surface des connexions neuronales. Certaines zones liées à l'olfaction et à la motricité sont plus développées que chez l'être humain. L'hippocampe, région du cerveau essentielle à la mémoire et à l'orientation spatiale, est organisée de façon particulière. Certains neurones ne s'activent que lorsque le rat se trouve à un endroit précis. C'est, au sens propre, une carte neuronale du territoire. Le rat parcourt un trajet une seule fois et le mémorise définitivement. Dans des expériences de labyrinthe, les rats ne se contentent pas de mémoriser un chemin. Ils comprennent la structure de l'espace. Si on modifie le labyrinthe, ils ne se perdent pas. Ils s'adaptent rapidement en s'appuyant sur leur représentation spatiale globale. Les rats saisissent les relations de cause à effet. Ils planifient l'avenir. Ils prennent un outil à l'avance en sachant qu'ils en auront besoin plus tard. Ils diffèrent une récompense immédiate au profit d'une meilleure récompense 20 minutes plus tard. En laboratoire, ils constituent des réserves de nourriture même lorsqu'ils sont rassasiés et trient leurs cachettes par type et par date de péremption. Des neurones miroirs ont été découverts chez les rats, des cellules qui s'activent non seulement quand l'animal accomplit une action, mais aussi quand il observe un autre l'accomplir. C'est le substrat biologique de l'empathie. Quand un rat voit un congénère souffrir, il ressent lui-même un malaise. Lors d'expériences avec un miroir, certains rats, ayant remarqué une marque sur leur front dans leur reflet, ont tenté de l'effacer avec leurs pattes. Ils comprennent qu'ils se voient eux-mêmes. Cette capacité était jusqu'à récemment attribuée uniquement aux humains, aux grands singes, aux dauphins et aux éléphants. Les rats rêvent. Des chercheurs ont reconstitué le contenu de leurs rêves à partir de l'activité cérébrale durant le sommeil. Un rat ayant parcouru un labyrinthe le soir reparcourt mentalement le même trajet la nuit. Les patterns neuronaux sont identiques à ceux enregistrés à l'éveil. Les rats sont capables de métacognition, c'est-à-dire de penser à leurs propres pensées, de savoir ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent. Face à un choix difficile, ils s'arrêtent, regardent autour d'eux, cherchent des informations supplémentaires. Ce comportement chez l'être humain s'appelle le doute et la réflexion. Les rats distinguent les langues. Une expérience menée en 2015 leur a appris à différencier des phrases néerlandaises de phrases japonaises par leurs patterns sonores. Ils ne comprennent pas les mots, mais ils perçoivent la structure de langues différentes. Saviez-vous que les rats possèdent de l'empathie et des neurones miroirs? Écrivez-le en commentaire. Les rats sont des animaux profondément sociaux. La solitude est pour eux un facteur de stress. Un rat isolé présente des symptômes cliniquement identiques à ceux de la dépression humaine. Perte d'intérêt pour les plaisirs habituels, apathie motrice, perturbation du sommeil. Un groupe de rats n'est pas une simple meute. C'est une structure sociale complexe, dotée d'une hiérarchie, d'une culture et de quelque chose qui ressemble à des règles de vie collectives.
Chaque groupe possède son propre marqueur chimique olfactif. Le rat identifie instantanément les siens. Si on isole un rat et qu'on le place quelque temps avec un groupe étranger, son odeur change, et à son retour, les siens l'attaquent comme un intrus. Dans la colonie existent des figures particulières, les anciens ou sages. Ce sont des rats vieux et expérimentés, au rang social modeste, qui explorent les nouveaux objets en premier et goûtent les aliments inconnus en premier. Si un sage juge quelque chose dangereux, toute la colonie en est informée rapidement. C'est une transmission culturelle du savoir, et c'est précisément pourquoi il est si difficile d'empoisonner les rats 2 fois. Ils ne mémorisent pas seulement le danger eux-mêmes, ils le transmettent aux autres. Les générations suivantes naissent déjà méfiantes à l'égard d'un poison précis, sans en avoir fait l'expérience. L'altruisme chez les rats n'est pas une métaphore. C'est un fait expérimental documenté. Dans une série d'expériences, on donnait aux rats le choix entre recevoir de la nourriture ou éviter la souffrance d'un congénère. Beaucoup renonçaient à manger pour épargner une douleur à l'autre, même si cet autre leur était inconnu. Mieux encore, ils libéraient activement des congénères pris au piège sans aucune récompense. Les rats se souviennent de qui les a aidés et, à la première occasion, partagent leur nourriture en priorité avec ces individus. De l'altruisme réciproque, on aide ceux qui vous ont aidé. Dans la nature, on a observé des rats apporter de la nourriture pendant des semaines à des congénères blessés, incapables de se déplacer. Les jeux des ratons ne sont pas de simples jeux, ils obéissent à des règles. Le mâle dominant laisse volontairement gagner le plus petit. S'il refuse, le petit cesse de jouer avec lui. Les rats comprennent qu'un jeu déloyal détruit la relation. C'est l'un des faits scientifiques les plus inattendus sur les rats. Pendant le jeu, les rats émettent des signaux ultrasonores à environ 50 kHz, inaudibles pour l'oreille humaine. Lorsque les chercheurs ont appris à les enregistrer et à les analyser, la conclusion s'est imposée, c'est du rire. Cela se manifeste surtout lors des chatouilles. Les rats adorent qu'on leur chatouille le ventre. Ils émettent alors ces mêmes signaux. Leurs oreilles s'aplatissent et tombent sur les côtés, signe d'un plaisir absolu. Après la séance, ils courent après la main et réclament la suite. L'activité cérébrale enregistrée pendant le rire du rat implique les mêmes zones que chez l'humain, y compris le centre du plaisir. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme, c'est de la neuroscience avec mesures à l'appui. Des données suggèrent que les rats ont quelque chose qui ressemble à un sens de l'humour. En laboratoire, ils exécutaient des tours sans aucune récompense alimentaire. Ils observaient simplement la réaction des chercheurs et semblaient, à en juger par leur comportement, y prendre un plaisir réel. Le fait que les rats rient et s'entraident a-t-il changé quelque chose à votre regard sur eux? Répondez franchement. Venons-en maintenant à la page la plus sombre de l'histoire entre l'homme et le rat. La bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis, existait dans la nature bien avant les premières épidémies. Elle vivait dans les populations de rongeurs d'Asie centrale. Pour ces rongeurs, c'était une maladie endémique ordinaire. Ils coexistaient avec elle depuis des millénaires. Le problème a commencé lorsque la maladie a franchi la barrière des espèces, via les puces, pour atteindre les rats vivant au contact étroit des hommes. Le mécanisme est simple. La puce mord un rat infecté et aspire du sang chargé de bactéries. Celle-ci se multiplie dans son estomac et le bloque littéralement. La puce ne peut plus se nourrir normalement. Elle est en état de faim permanente. Elle mord encore et encore. Lorsqu'elle pique un humain, elle recrache des bactéries dans la plaie avec le sang. C'est ainsi que la transmission se produit. La première pandémie de peste documentée est la peste de Justinien, qui frappa l'Empire byzantin et la Méditerranée au VIe siècle. Elle aurait tué entre 25 et 50 millions de personnes, affaiblissant Byzance au point d'accélérer son déclin. Mais la peste noire de 1346 à 1353 dépassa tout en ampleur. La maladie venue des steppes mongoles remonta par la Crimée, débarqua dans les ports italiens, Gênes, Venise, Marseille, et se propagea à travers toute l'Europe à une vitesse terrifiante.
Dans les villes qu'elle atteignait à l'automne, la moitié des habitants pouvaient avoir disparu au printemps suivant. Dans certaines villes, jusqu'à 70% de la population périt. Dans des villages, il ne resta parfois plus personne. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Explications religieuses, châtiment divin. Explications astrologiques, conjonction malheureuse des astres. Explications médicales, les miasmes, l'air corrompu. Personne ne connaissait les bactéries. Personne ne faisait le lien avec les rats. Les corps s'accumulaient plus vite qu'on ne pouvait les enterrer. Les moines et les prêtres qui confessaient les mourants mouraient par centaines. Les médecins fuyaient les villes ou revêtaient des costumes particuliers munis d'un bec rembourré d'herbes aromatiques. On croyait que l'odeur protégeait des miasmes. Ce masque au bec d'oiseau est devenu l'icône de la peste médiévale. En 4 ans, la peste noire emporta entre un tiers et la moitié de la population européenne. 30, peut-être 40 millions de personnes. Elle transforma l'Europe de manière irréversible. Le manque de main-d'œuvre fit bondir les salaires. Les paysans purent négocier de meilleures conditions. Le système féodal commença à se lézarder. L'Église perdit une partie de son autorité. Les prières n'aidaient pas. Les prêtres mouraient comme tout le monde. Certains historiens estiment que la peste noire fut l'une des forces ayant précipité la Renaissance. Le rat a changé l'histoire de l'Europe, sans le vouloir. Il vivait simplement aux côtés des hommes. Le rat se reproduit avec une efficacité qui ferait pâlir n'importe quel stratège. La gestation dure 21 jours. Une portée compte en moyenne 9 ratons, parfois jusqu'à 20. 18 heures après la mise bas, la femelle est à nouveau fécondable. Dans la nature, 3 portées par an. Près des humains, dans les caves, les entrepôts, les égouts, la reproduction est continue toute l'année, sans limite. Théoriquement, un seul couple peut donner naissance à 15 000 descendants en un an, en comptant la reproduction de la descendance. En pratique, la nature impose des freins, mais le potentiel de reconstitution des effectifs est prodigieux. Les ratons naissent aveugles et sourds. Au bout de 5 jours, ils développent une magnétoréception. Ils perçoivent le champ magnétique terrestre et l'utilisent pour s'orienter. À 3 semaines, ils sont totalement autonomes. À 2 mois, ils sont déjà capables de se reproduire. Ce cycle accéléré est la principale raison pour laquelle il est impossible d'éradiquer les rats par des méthodes ordinaires. Il y a plus surprenant encore, la mémoire épigénétique. Si une femelle gestante a souffert d'une famine sévère, ses petits naissent avec un métabolisme modifié. Ils assimilent les nutriments plus efficacement à partir d'une ration pauvre. Ce n'est pas une mutation génétique, c'est une modification épigénétique inscrite au niveau moléculaire. Et cette modification se transmet à la génération suivante. Les petits-enfants de rats ayant souffert de la faim trouvaient la nourriture dans les labyrinthes 30% plus vite que le groupe témoin, même s'ils n'avaient jamais connu la faim eux-mêmes. La mémoire biologique de la famine de la grand-mère influence le comportement du petit-fils. C'est aussi pourquoi les poisons contre les rats ne fonctionnent qu'à court terme. Les rats ne développent pas seulement une résistance génétique, ils transmettent l'information sur le danger de manière culturelle. Un poison ayant tué plusieurs individus devient connu de toute la colonie. Les générations suivantes l'évitent sans en avoir fait l'expérience. La plupart des gens ne posent même pas cette question. Et pourtant, la réponse est surprenante. Les rats sont un maillon essentiel des chaînes alimentaires urbaines. Renards, chouettes, faucons, cresserelles, serpents, belettes, fouines, tous se nourrissent de rats. Supprimer les rats et ses prédateurs devront soit se reporter sur d'autres proies en perturbant l'équilibre écologique, soit disparaître. Dans certaines villes françaises, les renards sont presque entièrement passés à un régime à base de rats. Ils ont quitté les forêts précisément parce que la ville leur offre une base alimentaire stable. Supprimer les rats, les renards partent. Or, les renards régulent les populations de lapins, d'oiseaux, de souris. La chaîne est longue. Les rats sont des recycleurs de matière organique. Ils consomment les déchets alimentaires et accélèrent leur décomposition là où les services de collecte ne suffisent pas. C'est peu ragoûtant à entendre, mais c'est une fonction écologique bien réelle. Les rats fouisseurs remuent la terre, en améliorent la structure
transportent de la matière organique en profondeur, ce qui accélère la reconstitution des sols dans les friches et les zones abandonnées. Les rats dispersent des graines, ils constituent des réserves, en oublient une partie. Les plantes trouvent ainsi de nouveaux points de germination dans des endroits où les graines n'auraient jamais pu parvenir autrement. Fissures de bitume, terrains vagues, arrière-cours. Le rat est aussi un indicateur de déséquilibre écologique. Une explosion soudaine de la population de rats dans un quartier est un signal. Quelque chose ne va pas. Les déchets ne sont pas collectés, les normes sanitaires sont bafouées, l'équilibre est rompu. Le rat n'est pas la cause du problème, il en est le symptôme. Quand les rats quittent un quartier, c'est bon signe. Environnement propre, équilibre prédateur-proie respecté, ordre rétabli. Les rats n'y ont tout simplement rien à faire. C'est sans doute la contribution la plus sous-estimée du rat à la vie humaine et la plus importante. Le rat de laboratoire, rat blanc issu de sélections successives à partir du surmulot, est devenu le principal modèle animal de la recherche médicale au XXe et XXIe siècle. Son système immunitaire est étonnamment proche du nôtre. Ses réactions psychologiques au stress, à la douleur et à la dépendance sont comparables. Sans le rat, les antibiotiques tels que nous les connaissons n'existeraient pas. Sans le rat, la plupart des vaccins du XXe siècle n'auraient pas vu le jour, de la poliomyélite à la rougeole, en passant par la rubéole. Sans le rat, pas de chirurgie moderne telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Sans le rat, pas de traitement contre l'hypertension, le diabète de type 2, la dépression, les cancers. Quand les chercheurs ont mis au point les antidépresseurs, c'est sur des rats qu'ils ont étudié la dépression. Le rat isolé en présente les symptômes cliniquement identiques. Il perd tout intérêt pour les plaisirs habituels, cesse de se déplacer, voit son sommeil perturbé. Cela a permis de comprendre les mécanismes biochimiques de la dépression et de créer des molécules efficaces chez l'humain. Le mécanisme de régénération du foie, 70% de l'organe retiré, restauré en 3 semaines sans cicatrice, est activement étudié pour traiter la cirrhose et d'autres maladies hépatiques chez l'homme. La mémoire épigénétique du rat est devenue l'une des découvertes fondatrices de l'épigénétique. Les chercheurs cherchent aujourd'hui des mécanismes analogues chez l'humain, ce qui pourrait expliquer pourquoi les descendants de personnes ayant vécu des famines présentent un risque accru de maladies métaboliques. Une place particulière revient aux rats détecteurs de maladies. En Tanzanie et au Mozambique, des rats géants africains spécialement dressés diagnostiquent la tuberculose. Un rat examine 100 échantillons d'expectoration en 20 minutes. Un laboratoire met plusieurs jours pour le même volume. La précision dépasse 90%. Ces mêmes rats sont utilisés pour détecter les mines antipersonnelles. Une mine sans l'explosif, le rat le perçoit. Et comme il est trop léger pour déclencher le détonateur, il se contente de s'arrêter au-dessus de la mine et de tirer sur sa laisse. Les démineurs récupèrent les coordonnées. Ces rats ont démouvé des milliers d'hectares au Mozambique, au Cambodge, en Colombie. On les appelle les héros. L'animal que la plupart des gens veulent éliminer, sauf des vies humaines, littéralement. À New York, les estimations les plus récentes font état de 2 à 8 millions de rats pour 8 millions d'habitants. À Londres, on compte environ 10 000 rats par kilomètre carré dans les quartiers densément bâtis. À Paris, les chiffres officiels avoisinent les 4 à 6 millions de rats, soit à peu près autant que d'habitants. Les rats urbains se distinguent de leurs cousins des champs. Ils sont plus grands, la base alimentaire est meilleure. Plus intelligents, l'environnement urbain leur soumet davantage de problèmes à résoudre. Plus résistants aux maladies, le contact permanent avec la microflore humaine a forgé leur immunité. Les populations de différents quartiers d'une même ville ont leur propre tradition d'approvisionnement. Certaines se spécialisent dans les poubelles, d'autres chapardent des céréales dans les entrepôts, d'autres encore ont appris à ouvrir les réfrigérateurs dans les arrière-boutiques. Ce ne sont pas des comportements innés, ce sont des stratégies transmises culturellement, propres à chaque population urbaine. Les rats du métro parisien constituent un écosystème à part entière, des générations entières n'ayant jamais vu la lumière du jour, adaptées au bruit permanent, à l'éclairage artificiel et à l'odeur de la nourriture humaine.
Des recherches menées sur les populations new-yorkaises ont montré que les rats de différents quartiers ne se mélangent pratiquement pas. Les rats de Manhattan et ceux du Bronx appartiennent à des lignées génétiques distinctes, malgré quelques kilomètres à peine de distance. Les rats sont très attachés à leur territoire et le quittent rarement. Les rats savent plonger dans une cuvette de toilette et ressortir ailleurs. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est de la physiologie. Le rat peut retenir sa respiration plusieurs minutes et nager dans les canalisations à contre-courant. La rencontre avec un rat dans les toilettes est rare, mais elle se produit. Surtout dans les vieux immeubles aux tuyauteries larges. Les rats rongent les câbles électriques, ce qui est l'une des principales causes d'incendies d'origine non élucidée. Selon certaines estimations, jusqu'à 25% des incendies domestiques aux États-Unis seraient liés à des dégradations de câblage par des rongeurs. En Asie, les rats détruisent chaque année environ 50 millions de tonnes de riz, de quoi nourrir 250 millions de personnes pendant un an. Comment vous sentez-vous vis-à-vis des rats maintenant, après cette vidéo? Est-ce que quelque chose a changé? Répondez franchement. Le roi des rats est un phénomène bien réel, pas une invention de conteur. Lorsque des rats vivent dans une promiscuité extrême, de jeunes individus voient parfois leur queue s'emmêler sous l'effet de l'humidité, d'une substance collante sur la litière ou simplement de l'entassement. Les queues s'entrelacent, se nouent davantage à chaque tentative de dégagement, se cassent parfois. Plusieurs rats se retrouvent liés et contraints de fonctionner comme un organisme unique. Les autres rats les nourrissent parfois. On a recensé des spécimens de 32 individus enchevêtrés. Les Européens du Moyen-Âge qui trouvaient un tel amas concluaient qu'il s'agissait d'un organisme unique, le roi des rats, commandant tous les autres. C'est de là que naquit l'image du roi des rats dans le folklore, dans Casse-Noisette d'Hoffmann, dans des dizaines d'autres œuvres et de films. La réalité est plus simple et plus tragique. Ce ne sont pas des rois, ce sont des animaux malheureux piégés par leur propre queue. Mais l'image était si frappante qu'elle s'est imposée dans la culture pour toujours. La légende du joueur de flûte de Hamelin apparut au XIIIe siècle en Allemagne. Un joueur de flûte aurait débarrassé la ville de ses rats grâce à sa musique, et faute d'avoir été payé, il aurait entraîné les enfants à sa suite. Les historiens débattent encore de la réalité sous-jacente. Une version évoque une épidémie de peste emportant les enfants. Une autre, une migration massive de jeunes vers de nouvelles terres. À la base, une vraie peur des rats et une vraie histoire liée à eux. Les rats quittent le navire qui coule n'est pas non plus qu'une simple superstition. Les jeunes rats se dispersent dans les ports à chaque escale, comportement naturel de colonisation. Un vieux navire fissuré vibre différemment. Les rats perçoivent ces changements à travers leur vibrisses. Les capitaines observaient la corrélation. La superstition est née de l'observation. Les rats ne prédisent pas la perte d'un navire. Ils réagissent à des changements dans leur environnement. Ce n'est pas la même chose. En Orient, l'image du rat est tout l'opposé de celle de l'Occident. En Chine, au Japon, en Inde, il symbolise la richesse, l'ingéniosité et la chance. Il est le premier animal du zodiaque chinois. Selon la légende, le Bouddha organisa une course jusqu'à son palais et le rat la remporta. Il grimpa sur le dos du bœuf et sauta en avant au dernier moment. La ruse comme vertu, non comme vice. En Occident, c'est la peste qui a forgé l'image. La haine du rat est le reflet de 5 siècles de terreur face à une maladie dont on ne comprenait pas la cause. Là où le rat n'a pas de prédateur naturel ni de concurrent, il devient une catastrophe. Sur les îles du Pacifique, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, les rats sont arrivés avec les navires des navigateurs européens et ont anéanti ce que des millions d'années d'isolement avaient construit. Les oiseaux locaux avaient évolué sans prédateurs terrestres. Ils ne savaient pas se défendre contre les rats, ne cachaient pas leurs œufs, ne nichaient pas haut dans les arbres. Les rats sont arrivés et en quelques générations, ces populations ont été entièrement et définitivement détruites. En Nouvelle-Zélande, les rats ont éliminé de nombreuses espèces d'oiseaux avant même l'arrivée des colons européens, portés simplement par les pirogues polynésiennes. C'est l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire du Pacifique. Certaines îles australiennes ont mené des opérations massives d'éradication totale des rats, au prix de millions d'euros et de plusieurs années de travail.
Cela a permis de reconstituer des populations d'oiseaux rares. Mais cela n'est pas un argument contre le rat en tant qu'espèce. C'est un argument contre le déplacement inconsidéré de n'importe quel être vivant hors de son aire naturelle. Le rat dans son écosystème est un maillon indispensable. Le rat dans un écosystème où il n'a jamais existé est une catastrophe pour des espèces qui n'ont jamais rencontré ce type de prédateur. C'est nous qui avons amené les rats partout dans le monde. C'est notre responsabilité, pas celle des rats. Le rat nous accompagne depuis 10 000 ans. Depuis les premiers greniers à grains, depuis les premières villes, depuis les premiers navires. Il était là quand nous bâtissions la civilisation, quand nous mourions de la peste, quand nous découvrions les antibiotiques et les testions sur lui, quand nous démisions les champs après les guerres. Le rat a survécu aux glaciers, à la peste, aux poisons, aux radiations. Il nous survivra, non pas parce qu'il est notre ennemi, mais parce qu'il est l'adaptateur le plus efficace parmi tous les mammifères. Intelligent, social, indestructible, capable d'altruisme et de rire, et en même temps vecteur de maladies et menaces pour les écosystèmes fragiles. Le monde est plus complexe qu'une opposition entre bons et mauvais animaux. Le rat en est la preuve.